Bonjour. Aujourd'hui, ce podcast va parler du couple. Le couple via le transgénérationnel. Enchantée, je m'appelle Jessica Couturier, cofondatrice de l'Odyssée sans limite. Médium, praticienne en psychogénéalogie. Avant de parler du transgénérationnel via le couple, nous allons parler de la trajectoire du projet Sens, de choix de votre incarnation. Votre âme, l'âme est cette partie énergétique de vous qui est intemporelle, qui est éternelle. Cette âme, elle choisit de s'incarner dans votre famille. C'est votre âme, c'est une partie de vous, cette partie divine, céleste de vous, qui choisit de s'incarner avec les parents que vous avez eus, avec l'histoire familiale que vous avez eue, dans le but de comprendre sa propre histoire, réparer, transmuter, répéter des choses que votre âme a expérimentées dans d'autres vies, dans d'autres sphères. Quand vous choisissez cette incarnation dans cette famille-là, vous avez pour but soit de clôturer, soit de réparer votre karma, mais également ce qui a pu se passer dans votre famille, dans les mémoires familiales. Vos propres mémoires akashiques se mêlent et s'entremêlent à la mémoire akashique de votre propre lignée. C'est au moment de la conception que vous venez définir votre place au sein de la famille. Du moment où votre mère tombe enceinte, c'est le moment où votre âme accepte de se sentir incarnée. Dès la conception, vous commencez à prendre possession de qui vous êtes, à définir ce que vous allez devenir. C'est le commencement de votre être. Suivant comment vous êtes conçu, si c'est un rapport amoureux, si c'est un rapport violent, si c'est un coup d'un soir, cela n'aura pas la même signification et cela impactera différemment votre façon de concevoir l'amour. Donc les personnes qui sont conçues dans un rapport de fusion entre leurs parents auront plus de facilité à se sentir aimées. Lorsque des personnes qui sont conçues dans la violence via par exemple un viol, l'enfant aura plus de difficultés à se sentir aimé. Mais il y a aussi la façon d'être conçu, un coup d'un soir, une erreur, tenter de renouer avec son ex-compagnon. Mais chaque façon d'être conçue, par exemple la PMA, a sa propre histoire, son impact sur le transgénérationnel et sur comment on établira ses connexions avec l'autre. Une fois que vous avez été conçu, vous allez bénéficier d'un nid douillet, la grossesse. L'âme vient et s'extrait du corps de la mère durant les 9 mois, le temps de créer son émotionnel, son inconscient familial et également d'amener son inconscient karmique, de créer l'esprit du bébé. Corps, âme, esprit vont fusionner ensemble pour créer votre être tout entier. Le fœtus va bénéficier du co-inconscient familial qui équivaut à la transmission par voie utérine des mémoires cellulaires. La mère communiquera inconsciemment donc ses rêves à son enfant tout au cours de la grossesse, ainsi que toutes ses émotions. L'enfant est en fusion avec sa mère. Mais au-delà de ça, vous bénéficiez également de l'héritage de la grand-mère maternelle.
plus intensément que la grand-mère paternelle, puisque quand votre mère est conçue dans le ventre de sa maman, ses ovocytes bénéficient de l'ADN de sa mère et du co-inconscient familial plus marqué que du côté du papa. Et si on revient à cette notion de couple, suivant comment mamie aura impacté votre mère face à son couple, comment elle aura vécu son couple, quelle vision elle avait face à son mari, quelle vision elle a eue de sa grossesse, cela viendra directement impacter l'inconscient de votre mère dans sa façon de concevoir le couple, dans sa façon de concevoir sa grossesse, soit dans un schéma de répétition, d'inversion ou de guérison. Une fois votre être conçu, vous allez pouvoir vous incarner pleinement sur la terre, devenir pleinement humain, avec la naissance, ce moment précieux qui va vous permettre d'établir votre connexion avec le monde. Et suivant comment votre accouchement se passe, comment vous venez au monde, cela va définir les épreuves que vous allez avoir dans votre vie, vont définir des cycles qui vont se reproduire par cycle de 9 ans. Je vous laisserai vous intéresser à la numérologie. Prenons l'exemple d'une poche des os percée. Ça va définir un enfant qui aura besoin de décider par lui-même, qu'on lui laisse le temps d'agir, qui aura besoin d'être écouté et entendu. Car régulièrement, il aura l'impression qu'on le pousse, qu'on le presse à son arrivée. C'est également des enfants qui peuvent avoir une contrariété à ce que vous rentriez dans sa bulle. Des enfants qui ne sont pas très câlins, pas très bisous. Des enfants qui se sentent assez vite oppressés. C'est pas systématique, mais je vous donne des trappes de prise de conscience. Une césarienne provoquera des enfants qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Ils se sentiront souvent contraints également et parfois même auront très peur d'être abandonnés, arrachés à ce qu'ils sont en train de faire. Un enfant, par exemple, qui est en train de jouer, vous arrivez et vous lui dites « il est l'heure de partir », il pourra le vivre comme un drame puisque ça le renverra au jour où on l'a arraché au ventre de sa mère. Très souvent, quand il y a césarienne, c'est qu'il y a une difficulté soit chez la mère, soit chez l'enfant. Donc, c'est des enfants qui auront tendance à se sentir vite oppressés, stressés. Cela créera aussi un lien différent avec ma mère, de suivant comment je suis née. Donc, un lien particulier suivant l'émotionnel. Comment je vis mes 7 premières années vont impacter tout le côté émotionnel, tout le côté relationnel et surtout tout le côté inconscient qui gère 95% de notre vie. Une fois venu au monde, la naissance d'un père commence, la naissance de votre père. L'apprentissage du père commence réellement à se conscientiser et son rôle prend vraiment sa place au moment de votre naissance. Comment il agira avec sa femme au moment de votre venue au monde? Comment il pourra vous rencontrer, vous contacter dès votre arrivée sur Terre? Est-ce qu'il pourra couper le cordon ombilical? Est-ce qu'il pourra vous donner votre premier bain? Est-ce qu'il pourra être présent pour vous? Ou est-ce qu'il sera absent par choix ou contraint par la mère? Sachant qu'un père prend pleinement sa place auprès de ses enfants via la place que la mère lui donne. De plus en plus de pères s'impliquent et choisissent de prendre leur place au sein de leur famille, auprès de leurs enfants. Mais pendant de longues générations,
les pères n'avaient pour rôle que de rapporter l'argent et le rôle de l'éducation et du lien était transmis par la mère. Les choses transmutent, mais pourtant, beaucoup de croyances ont encore la mémoire difficile et impactante. Des croyances limitantes qui limitent la place du père et qui limitent donc cette partie relationnelle et de fusion avec le papa. En laissant de la place au papa dans l'émotionnel, vous laissez de la place au futur conjoint de vos enfants. Le premier couple que vous vivez commence donc dans le ventre de votre mère. Le premier couple que vous vivez est celui que vous avez avec votre maman, en ressentant ses émotions, sa présence, en ressentant ses énergies. Tout ce qu'elle vibre, vous le vibrez. C'est votre première fusion, votre premier couple, hormis pour ceux qui ont été conçus avec des jumeaux. Votre premier couple sera donc le jumeau, l'autre, qui vous accompagne. Or, quand une fausse couche d'un des jumeaux arrive, la complication s'installe. Je vous laisserai vous référer au podcast concernant les fausses couches et concernant la fratrie. Pour en savoir plus et pour plonger un peu plus dans le détail. Mais si vous perdez votre jumeau, si vous perdez cette moitié qui est conçue en même temps que vous avez une blessure qui se crée, la blessure de l'abandon. Elle est très souvent faite avec le sexe opposé et crée un manque de nourriture affective ou un manque de nourriture principale. Le parent ne peut pas répondre à son besoin, mais si c'est le jumeau qui s'en va, c'est le jumeau qui ne peut pas répondre aux besoins de ce fœtus qui reste en vie. Et nous avons également, avec le même sexe, la blessure du rejet. L'enfant ne se sent pas vraiment le droit d'exister, il y a une forme de culpabilité du survivant. Le fœtus ne peut pas tout à fait vivre sans l'autre. Vous l'aurez donc compris, votre premier couple commence dans l'utérus de votre maman. Cela va définir comment vous allez percevoir l'amour et vos relations, suivant comment maman vit sa grossesse, suivant comment maman établit ses relations avec votre père. Cela va définir en grande partie la place que vous laisserez à vos partenaires. Pour comprendre comment je vais vivre mes relations amoureuses, il faut également que je comprenne ma psyché. De zéro, donc de la conception, jusqu'à mes 7 ans, je suis dans l'identification de la maman, de la mère. Je crée mon émotionnel. Je suis vraiment en train de construire mon affectif de 0 à 3 ans. C'est là où tout l'inconscient émotionnel va être fondé et va s'inscrire. Donc, suivant l'attitude que la mère aura avec elle-même, comment elle s'aime, comment elle se traite, comment elle se respecte, comment elle agit dans la vie, comment elle agit avec ses enfants, va définir comment je vais agir avec moi-même en grande partie et ce que je vais rechercher ou ce que je vais fuir. Quelques questions à vous poser. Comment ma figure maternelle a exprimé son amour? Comment était-elle émotionnellement? Comment je la percevais? De 3 à 7 ans, je rentre dans le mode survie de l'éco familial, dans la suradaptabilité, dans l'adaptabilité à ma famille, à mes parents.
Comment je dois agir pour m'assurer de rester en vie? Comment je dois agir pour m'assurer d'être aimé, de trouver ma place, d'être accueilli? L'enfant commence à trouver sa personnalité, à se positionner dans son identité, tout en essayant de s'adapter à l'image émotionnelle de la famille, notamment de la mère. Arrivé à 7 ans jusqu'à ses 14 ans, on crée plus un lien avec le père, cette énergie d'autorité, de structure. On est plus dans la recherche de sa partie masculine, de son masculin sacré. La colonne vertébrale de notre être, c'est la partie consciente de ce que je souhaite montrer à l'autre, ma perception, ma projection de moi-même, comment je souhaiterais être perçu, la base de l'image que j'ai pu voir de mon père ou de l'autorité, du système éducatif ou du travail. Votre travail est très souvent en lien à la lignée paternelle. L'image que j'ai de mon père est ma façon de voir le partenaire idéal, soit dans sa répétition, soit dans son inverse. C'est la représentation du couple que je cherche à vivre. Comment on percevra mon couple? Quand je suis une femme, je cherche un homme à l'image du père, mais avec l'émotionnel de ma mère, revivre ce que maman m'a fait vivre émotionnellement. Mais avec la représentation énergétique du père. Quand je suis un homme, je cherche une femme qui représente l'émotionnel de maman, un prolongement de celle-ci, pour tenter de me placer dans le rôle de mon père ou de l'homme qui partageait sa vie. Ou alors, faire une inversion de celle-ci. De 14 ans à 21 ans, en lien à la fratrie et au groupe, à travers le réseau familial, je vais tisser mon identité dans l'amitié. Je peux m'exprimer, expérimenter qui je suis. Je prends ma place en réponse à ma fratrie, de comment j'ai pu vivre ma fratrie. Donc fratrie au sens large, ça peut être les cousins, les cousines. C'est mon positionnement social qui se crée en fonction de mon rôle dans la tribu. C'est ici que je vais définir de 14 ans à 21 ans. C'est à ce moment-là que je vais définir comment je souhaite être perçue par le monde extérieur. Pas seulement dans le mode structure de l'autorité, mais vraiment de comment je souhaite être appréhendée et le contact que je cherche à créer avec autrui. C'est là où je vais pouvoir trouver le partenaire et que je vais pouvoir chercher à expérimenter qui je suis dans le couple. Revenons quelques années en arrière quand j'avais 3 ans. Au moment à peu près où je fais le complexe d'Oedipe, qui commence aux alentours de 2 ans jusqu'à 4-5 ans, en moyenne. Le complexe d'Oedipe, c'est l'ensemble des désirs amoureux et hostiles que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents. Un besoin d'appartenance, plus, un besoin de se démarquer pour attirer l'attention, créer sa propre identité, sortir de la fusion maternelle. C'est à ce moment-là, sur lui, que vient combler son besoin affectif. C'est comment je vais faire pour qu'on vienne combler ce que j'attends, ce que je désire. Comment faire pour que mes parents comblent cela? L'enfant suit son instinct primitif de conservation qu'il a établi dès la conception, dès la grossesse. Et c'est le moment où il cherche à émincer sympathiquement le père ou la mère
du cocon conjugal. Il veut remplacer inconsciemment son parent pour avoir plus d'attention, de présence et d'amour. Ça serait sur cette partie-là que se définirait comment je vais créer le besoin d'attirer l'attention de l'autre. C'est à ce moment-là qu'on créerait le mode capricieux, capricieuse, le mode sauveur, servant, servante dans la relation couple. Dans cette mise en place de mon identité, de qui je vais être, je vais pouvoir établir les 3 principes de base qui sont l'appartenance, s'assurer de ne pas être rejeté, donc l'ego familial, je répète cet écho de construction de qui je suis, je fais en sorte de trouver ma place, de comment je vais être acceptée, je fais en sorte d'appartenir au groupe, à l'affiliation. C'est dans cette défaillance d'appartenance, c'est quand on ne s'est pas senti appartenir à un clan, qu'on s'est senti rejeté ou abandonné, qu'on crée une dépendance affective et qu'on se retrouve parfois coincé dans une relation toxique, voire violente avec un compagnon qui nous maltraite psychologiquement ou physiquement. Dans ces principes de base, nous avons la place. Je m'assure d'avoir une bonne place et de garder celle qui m'appartient. C'est également pour ça que on arrive à ne pas se séparer après des années où on n'est pas forcément heureux ou heureuse, parce qu'on ne veut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement. Parce que ici, j'ai ma place, parce que ici, j'ai l'étiquette de compagne, de compagnon, de parent, j'ai l'étiquette d'une personne stable émotionnellement. Je me suis mariée avec telle personne à la vie et à la mort, donc ma place est de rester à ses côtés. C'est pour répondre à ces 3 principes de base que dans nos relations amoureuses, nous n'arrivons pas toujours à nous positionner. Puis, nous avons la 3e base qui est l'équité. Ce que je donne, je le reçois. Parfois, il arrive que je veux recevoir plus ou que je donne plus. Ce que je parviens à créer un déséquilibre, j'en arrive à un déséquilibre qui me met en douleur, qui me met en système offensif et du coup je vais être agressif. Et quand je pense beaucoup donner et ne pas suffisamment recevoir, je rentre dans un schéma hostile. Et parfois, je sais que je reçois plus que ce que je ne donne et je rentre dans un schéma de culpabilité. Et je vais vouloir en faire plus pour l'autre. Compenser. Nous avons des catégories d'enfants, donc par exemple les enfants rois qui eux vont beaucoup recevoir et vont avoir des difficultés à donner. Parce qu'en fait ils n'auront jamais appris les limites, ils n'auront jamais appris la stabilité émotionnelle puisqu'on leur aura tout donné et qu'on se sera suradapté à eux en oubliant qui nous sommes et en oubliant nos propres limites. Ces enfants-là peuvent arriver à devenir des pervers narcissiques. Alors, il n'y a pas que de ce schéma-là. Il y a aussi les enfants qui ont eu trop de rigidité dans leur vie et qui vont s'être construits dans je suis seul au monde, je gère tout seul, et en fin de compte vont percevoir l'autre comme un ennemi et peuvent déclarer ce genre de pathologie. Mais ces enfants qui n'ont pas eu de limite, ces enfants rois, ont une difficulté après dans leur relation amoureuse à donner, à s'investir. À l'inverse, les enfants qui ont fait une parentification, des enfants qui ont dû gérer leur fratrie pour remplacer leurs parents, les enfants qui ont dû s'occuper de leurs parents à cause d'un handicap, d'une maladie, ou tout simplement parce qu'ils avaient des parents immatures, vont avoir presque une incapacité à recevoir, puisque leur mission et ce qu'on attend d'eux, c'est de donner. Cette étiquette
elle va leur coller à la peau et vont créer un déficit, un dysfonctionnement dans l'équité. Et la base sera donc bancale. Nous avons vu une grande partie de ce qui façonne notre identité et de comment nous allons pouvoir percevoir le couple. Ce premier couple, en lien à la mère, à l'émotionnel. Ce second couple, comment je souhaite être perçue dans l'amour, quelle est l'image que je m'en suis faite. Et cet troisième aspect qui est la relation aux autres avec le couple. Comment je vais interagir avec mon couple, avec le monde qui nous entoure. Défini par des principes de base, défini par des schémas et des répétitions inconscientes de mon propre vécu. Mais ce propre vécu est accentué, est initié par des croyances limitantes, celles de mes propres parents. Les croyances limitantes proviennent des archétypes sociaux, religieux et familiaux. C'est vraiment des répétitions ou des inversions qui ont pour but de maintenir la sécurité de l'écotype familial ou social. Une forme de doctrine inconsciente que nous répétons pour maintenir notre survie, pour être acceptés par le clan. Certaines de ces croyances limitantes proviennent de chocs émotionnels provoquant une modification de la trajectoire de vie, où nous choisirons de faire autrement. Et dans cet autrement, nous retrouvons un aspect de l'inversion. L'inversion revient exactement à la même base de la même souffrance, mais par un chemin différent. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de douceur envers soi, d'écoute de soi pour accepter sa sensibilité, son émotionnel, pour détourner tout cela en le transmutant vers une guérison, vers une autre possibilité de transformer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé l'Odyssée sans limite, pour vous donner la possibilité de vous déprogrammer de ces schémas toxiques et nocifs que vous avez pu expérimenter, sortir de vos croyances limitantes et de vos schémas de persécution pour pouvoir devenir autonome dans votre propre existence, responsable de vos choix en pleine conscience et réinscrire dans votre inconscient la vie que vous voulez et que vous rêvez. Donc pour sortir de l'endoctrinement des croyances, pour les transmuter, il va vous falloir plusieurs étapes. L'acceptation, la remise en question, la création. Pour cela, il va falloir revaloriser, redéfinir vos propres valeurs tout en conscientisant les avantages et les inconvénients de vos croyances et de vos valeurs. Donc en acceptant d'être infidèle à votre code familial, au code couple de référence, celui de vos parents en général, vous allez pouvoir redéfinir comment expérimenter vos relations amoureuses. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé de ce projet Sens? Pourquoi je vous ai fait le cours de votre vie jusqu'à maintenant? Cette question du couple. Pourquoi est-ce que je suis dans ce couple? Pourquoi êtes-vous venu écouter cette conférence sur le couple? Quelles sont les réponses que vous recherchez? Quelle est la compréhension que vous souhaitez faire dessus? D'ailleurs, êtes-vous le troisième enfant de votre lignée? Parce que celui qui vient guérir la lignée, au niveau des relations, des couples, mais encore plus, c'est le troisième enfant. Cela mérite de prendre en question. Mais bien sûr, nous sommes tous influencés par l'histoire émotionnelle de nos parents, de nos grands-parents, si nous avons vécu avec eux, si nous les avons connus. Leurs histoires viennent impacter notre façon, notre
vision du couple. Donc en comprenant mon projet sens, je me permets d'analyser ce que je viens de travailler, mettre en lumière dans mes relations amoureuses. Suivant comment j'ai perçu la dyade de mes parents, suivant comment j'ai perçu la dyade de mes grands-parents, donc ce couple qu'ils étaient, je vais pouvoir me positionner dans mon histoire amoureuse d'une autre façon, avec un autre regard, avec du recul. Comprendre également pourquoi j'ai choisi ce partenaire de vie. Pourquoi cette partenaire de vie? Qu'est-ce que cette histoire amoureuse est venue m'enseigner de mon propre reflet? Votre partenaire est en réalité l'écho de vos propres blessures. Il est votre miroir. Très souvent, on attend de notre partenaire qu'il vienne répondre à nos propres besoins, à notre émotionnel, qu'il comprenne ce qu'il se passe dans notre esprit mieux que nous-mêmes. Ce qui est impossible, car nos besoins, nous devons déjà commencer par les combler nous-mêmes, définir qui nous sommes dans notre relation à nous-mêmes pour pouvoir définir la relation avec l'autre. Si je suis pleinement dans l'acceptation de qui je suis, si je m'aime pour qui je suis, alors je pourrai accepter d'être aimée pour qui je suis. Alors je pourrai accepter d'aimer l'autre pour qui il est. Lorsque si je suis dans une quête de perfectionnisme, dans une quête des 3 principes de base, je vais me perdre dans mon identité, je vais me perdre dans qui je suis pour créer la fusion avec mon partenaire. Et c'est cette fusion qui en devient toxique. J'ai fusionné de ma conception jusqu'à peu près mes 3 ans où je suis partie à l'école avec ma mère. Certains auront vraiment une coupure plus tôt puisque maman aura repris le travail. Mais dans la moyenne, c'est ça. Puis à 3 ans, l'enfant crée sa propre identité, sa propre perception de la vie. Il est en train naturellement de se détacher de la fusion avec maman. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dira que l'amour ne dure que 3 ans. Dans ce miroir que nous avons avec l'autre, il y a plusieurs questions à se poser. Comment est-ce que je perçois l'autre? Mais comment l'autre peut me percevoir? Est-ce que mes attitudes, mes comportements, j'aimerais les vivre en effet miroir? Quelle est ma façon d'aimer? Quelle est ma façon d'exprimer mon amour? Mais sa façon à lui, à elle, d'exprimer son amour. Comment l'autre m'aime, comment l'autre exprime son amour. On exprime son amour chacun avec son propre code, son propre langage, sa propre définition de la transmission de l'amour. Là aussi, je peux apprendre de ce miroir. Par exemple, mon compagnon me fait des bons petits plats. C'est sa façon de me dire je t'aime. Peut-être que je pourrais à mon tour me mettre à cuisiner pour lui témoigner mon amour. Mon partenaire de vie m'offre des fleurs. Peut-être que je pourrais lui offrir des fleurs pour lui témoigner mon amour. J'aimerais qu'on me masse les pieds pour être aimée. Je serais ainsi qu'on m'aime. Peut-être que je pourrais commencer à masser les pieds de mon partenaire. Trouvez, écoutez votre propre langage de l'amour pour pouvoir le vivre à travers vous en le provoquant avec l'autre.
Nous cherchons très souvent à être complétés par l'extérieur, au lieu de rentrer dans l'introspection et de se combler soi-même. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de vous. Sortez de ce complexe et de cette toxicité de l'autre pour entrer en introspection avec vous-même et ainsi établir des relations saines et non dans l'attente d'être rempli par quelqu'un d'autre. Petite question. Est-ce que vous dites de votre partenaire qu'il est votre moitié? Ou êtes-vous suffisamment confiant en vous et vous aimez-vous suffisamment pour être une entité entière? Le couple, c'est 1 plus 1 qui donne 3 et non 2. Puisque le couple en lui-même est une identité propre. Vous avez votre partenaire qui est lui, un être unique. Vous avez vous qui est un être unique. Et il y a ce couple qui est un être unique. Dans cette quête infernale d'être comblé par l'autre, on en arrive à la rupture. La rupture, ce choc, cette souffrance interne. Et pourtant, savez-vous qu'une rupture est un trésor? Elles sont l'impact de notre évolution. Elles provoquent en soi des résolutions. C'est notre propulsion à avoir mieux, à nous rencontrer nous-mêmes. Comment puis-je me sentir heureux en couple, heureuse en couple, si je ne l'ai jamais été moi-même face à moi-même? Les ruptures sont là pour nous ramener au centre de nous, pour nous ramener à notre conscience de nous. Parfois on s'effondre, la tristesse est immense, elle témoigne de notre manque d'amour et de confiance en nous-mêmes pour la plupart du temps. Elles peuvent également venir faire écho à des ruptures familiales qui ont laissé des traumas, des chocs familiaux, qui viennent se répéter dans notre identité. Il faudra savoir rendre alors ce que nous portons à nos ancêtres. Remerciez cette souffrance du moment. Prenez le temps d'accueillir ce deuil, car oui, c'est un deuil. Le deuil de cette troisième entité. Le deuil du couple, puis le deuil du partenaire. Le deuil de notre principe, de ce que nous avons imaginé, de ce que nous avons créé dans notre esprit. Nous avons besoin de temps. Nous avons besoin d'accepter. Et nous avons besoin de nous retrouver, de nous unir à nous-mêmes face à ces deuils, face à ces ruptures. Et ainsi nous pourrons transmuter la souffrance de cette rupture en quelque chose de plus beau. Appeler à nous un partenaire qui soit plus dans notre vibration, qui soit plus dans notre relation à nous-mêmes. Nous sortons de cette répétition nocive et toxique pour aller bien plus à la rencontre de nous et de notre stabilité. Les ruptures sont donc des trésors qui nous permettent de reconnecter avec nous, qui nous permettent de reconnecter avec la vie et de nous positionner en pleine confiance. La rupture, c'est donc une façon de clôturer des mémoires de traumas familiaux, de ses propres traumas, de ses propres attentes, de ses propres recherches. Cette rupture, c'est cette prise de conscience de qui nous sommes, de ce que nous valons, de ce que nous cherchons à être. C'est un tremplin vers nous-mêmes et vers l'amour de soi. Votre partenaire, en se séparant de vous, ou vous en vous séparant de lui, vous venez mettre en lumière des schémas de vos propres lignées. Vous venez mettre des schémas, réparer, guérir, transmuter, ascensionner par la mise en lumière de votre relation ou de votre séparation, des échos familiaux. Alors pour les séparations difficiles,
demandez-vous, regardez dans votre transgénérationnel, créez votre arbre générationnel et puis peut-être faites un génosociogramme ou participez à l'Odyssée sans limite. Que ce soit à travers des années de vie commune ou à travers une rupture, votre partenaire est votre coéquipier. Il vous aide à aller vers la meilleure version de vous-même. Il vous aide à aller guérir des parties de vous que vous ne connaissiez même pas. Suivant la relation que vous avez avec votre partenaire, vous venez mettre en lumière des relations que vous avez eues avec vos propres parents, avec votre mère ou avec votre père. C'est là où justement, il était important de comprendre la relation que j'ai eue avec mes parents, de comment mon projet sens est né, pour que je puisse comprendre quel type de relation amoureuse je vais choisir, quel type de fusion sentimentale je vais mettre en place. On a tendance à dire que l'homme cherche sa mère dans un couple et que la femme cherche son père dans le couple. Mais c'est bien plus profond que ça. Nous cherchons d'abord le relationnel que nous avions avec notre mère et l'image que nous avions avec notre père. L'homme voudra donc faire mieux que son propre père. La femme voudra faire mieux que sa propre mère avec son conjoint. Et ensemble, pères et mères, l'image du couple qui a été transmis à l'enfant, c'est ce que je vais chercher à reproduire inconsciemment et consciemment à modifier. Ça donne des nœuds dans l'esprit. Mais posez sur une feuille comment vous avez vu le couple de vos parents, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez changer. Et là, vous comprendrez déjà mieux ce que vous répétez en faisant la fusion avec votre propre couple. Maintenant que vous savez que nous cherchons l'émotionnel de la mère, l'image du père, cela va vous permettre de définir ce que vous souhaitez clôturer au niveau des mémoires et ce que vous souhaitez conserver. Parce qu'il y a aussi de très belles choses et de très belles transmissions d'amour dans nos schémas familiaux. Pour vous épanouir pleinement dans votre couple de coéquipiers, il vous faut être un couple libre. Alors non, je ne parle pas d'aller voir ailleurs, pas du tout. Juste être un couple libre. C'est-à-dire de se sentir libre d'être soi, libre d'être qui je suis, en pleine conscience et dans tout mon inconscience. Prendre conscience de toutes les parties de soi et accepter toutes les parties de l'autre. Sortir de l'attente d'être conservé, d'être nourri par l'autre, mais bel et bien de se dire que l'un avec l'autre, nous sommes en constante évolution. Prendre conscience que quand il m'agace, quand j'ai envie de lui tordre le cou, en réalité, c'est à une part de moi-même que je voudrais tordre le cou. Prendre conscience que quand l'autre m'énerve pour tel ou tel événement, en réalité, c'est face à moi-même que je suis contrariée. Prenons un exemple. Dans plusieurs discussions avec plusieurs de mes amis, les hommes ont tendance à être très canapés, pendant que la femme astique et rénove tout ce qu'elle peut rénover dans la maison. Vient briquer le sol, le plafond, les vêtements, la machine et tout le tralala au lieu de se poser. Mais qu'est-ce que mon histoire familiale et sociétale vient raconter? Pendant des siècles, la femme était la fée du logis et la mère formidable des enfants, pendant que l'homme était chargé de ramener l'argent. Aujourd'hui, nous avons gratté du terrain et nous avons besoin d'aller chercher de l'argent nous-mêmes, tout en étant la fille du logis. Or, les hommes commencent à comprendre pour beaucoup que l'intérieur de leur maison correspond également à l'intérieur de qui ils sont. De plus en plus d'hommes prennent soin de leur maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, osent faire du ménage. Mais parfois les femmes, nous n'arrivons pas à lâcher, tellement que nous avons été formatés à être les fées du logis. C'est notre milieu.
Il est donc intéressant de se poser la question de quelle est la place que je donne à mon partenaire. Est-ce que je laisse du lest? Est-ce que je lâche du lest? Est-ce que je lui donne la possibilité de faire, même s'il ne fait pas aussi bien que ce que j'aimerais qu'il fasse parce que on m'a formaté à faire comme ça? Est-ce que je m'autorise à lui laisser son espace, sa façon de faire? Moi, très honnêtement, j'ai encore du mal très souvent. Parce que dans mon schéma familial matriarcal, c'est la femme qui gère, c'est la femme qui dit quoi faire, quand faire, comment faire. C'est la femme qui a toutes les responsabilités. Mais la question est-ce que je m'autorise à lâcher prise? Est-ce que je m'autorise à reconnecter avec mon enfant intérieur? La femme est programmée pour être mère. Elle est formatée pour être mère. Donc elle materne son conjoint, son époux, son mari, puis ses enfants. Je vous laisse avec cette introspection, mesdames, messieurs. Petite introspection également pour vous. Le confort de notre mère, cette sensation d'être rassurée par l'émotionnel de maman, qu'elle soit défaillante ou pas. Vous n'êtes plus obligé de courir après. Vous pouvez devenir acteur de votre vie, responsable de qui vous êtes dans votre totalité. Et plus que tout, reconnecter à vos émotions. Car après tout, ne faut-il pas beaucoup de courage pour oser exprimer ses sentiments? Ne faut-il pas extrêmement d'audace pour regarder la personne qu'on aime dans les yeux et lui dire? Est-ce que ça ne serait pas ça la virilité de ce monde d'aujourd'hui? Savoir exprimer fièrement ce que l'on ressent et ce que l'on est? Mais vous aussi, vous avez été formaté dans de jolies petites boîtes au refus émotionnel. Tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, sale ta fiole. Osez fièrement exprimer vos émotions, car cela vous reconnecte à votre relation émotionnelle, vous reconnecte à votre lien maternel et à votre lien conjugal. Quand je choisis le trépas de la fusion, je m'autorise à prendre pleinement ma place, à définir pleinement qui je suis, pour être la version de moi la plus authentique, responsable et autonome. C'est exactement au moment du trépas de cette fusion que ma relation peut prendre une autre dimension. La fusion de l'amour fusionnel correspond à se fondre l'un dans l'autre, à créer une symbiose totale qui étouffe son individualité. C'est bon, je me casse, j'en ai ras-le-bol. Oui, je me mens à moi-même. Je me mets un masque pour être ce que l'autre souhaiterait être. Je fais en sorte d'être aimé. Principe de base. Être sûr d'être accepté. Mais si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter l'autre dans sa totalité. Cette symbiose totale est étouffante. Elle génère toujours des ruptures, car avant d'être un couple, nous sommes nous. Une unité authentique et unique. Quand on accepte de sortir de cette fusion, oh là là, ça fait du bien. On respire. Et on accepte du coup par conséquent de sortir de la projection, de l'apparence que l'on souhaite renvoyer de notre histoire amoureuse. C'est l'image inconsciente qu'on a observée des relations qui nous ont entourés quand on était enfant. On sort de cette fusion à je dois ressembler à mon père, ma mère, au couple de mes parents, de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes, suivant les schémas que vous avez pris pour repère. Non, ce serait pas de la fusion qui, pour beaucoup de couples, arrive avant même les 3 ans. Pour les plus chanceux, 3 ans du couple, date d'anniversaire
compliqué pour la plupart, puisque l'amour ne dure que 3 ans, la fusion en lien à la mer, hein, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Mais on dit aussi que le cap des 7 ans est bien difficile, c'est le besoin de projet. Il vient en écho à l'âge de raison. Je veux concrétiser des projets, être dans l'action, accomplir l'attachement. Mais suivant la relation que vous avez eue avec votre père, je fuis mes responsabilités. Je me perds dans mon image sexuelle, car l'enfant, donc c'est là où il a le plus de tromperie, car l'enfant que j'ai été a manqué en fait d'engagement du parent représentant le père. Et c'est à peu près vers 7 ans qu'on crée notre identité sexuelle. C'est comment je vis ma relation avec mon parent opposé, ou du sexe opposé. Celui que je souhaite inconsciemment remplacer dans la vie de couple. Car mon ego d'enfant, c'est mieux ce qui correspond à maman. Cela fait écho à comment je vis le complexe d'Oedipe et comment je m'en émancipe. Je vaux mieux que papa. Je vaux mieux que maman auprès de mon père. C'est comment je vais vivre ça. L'homme aimerait aider, adhérer les choses différemment. Il aimerait construire quelque chose de plus solide. Et la femme, elle aimerait mettre plus d'instinct, plus d'émotionnel, plus de valeur sentimentale dans les choses. Donc en tant qu'enfant, je voudrais apporter ça en tant que sauveur, super-héros. Donc il faut garder la tête froide et prendre conscience que mon couple, mon partenaire reste un choix et en aucun cas n'est un besoin. C'est en prenant conscience de ça qu'on arrive à passer ces caps des 3 ans, ce cap de dysfonctionnement, puisque je suis en fusion, je ne suis plus moi-même, je retrouve ma place. C'est vraiment ce moment où je me donne ma place, puis au cap des 7 ans, s'autoriser à avoir des projets qui sont différents de l'autre, avoir ses propres projets, sa propre identité. On continue sur ce chemin d'identité propre. On sort de cette dépendance au cap des 7 ans. Et quand on sort de la dépendance, on rentre dans la construction d'un navire beaucoup plus stable. Qu'est-ce que je souhaite expérimenter? Qu'est-ce que je souhaite vivre? Ok, nos projets sont divergents. Nous n'avons pas les mêmes projets. Soit. Et alors? Quels sont les projets que vous choisissez de mettre en commun? Pourquoi est-ce que je visualise le tout comme un affront au lieu de le visualiser comme une construction? Ai-je vraiment besoin d'être à l'image de l'autre ou que l'autre soit à mon image? Avons-nous besoin de voir dans la même direction sur tous les sujets? Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Mais déjà, qu'est-ce que je m'apporte à moi-même? Belle question, non? Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. L'amour est une solution à absolument tout. L'amour, l'acceptation et la compassion sont vos plus grands atouts, vos plus grandes forces. Donnez-vous le droit de vous aimer vous-même pour pouvoir aimer l'autre pour qui il est. Acceptez d'écouter, de ressentir vos émotions, de mettre des mots sur vos émotions pour que l'autre en face, quand il s'exprime, vous soyez en capacité de le recevoir. Pour que vous puissiez ouvrir la voie, le chemin de l'autre en exprimant vos émotions, vous donnez l'autorisation à l'autre d'exprimer ses émotions. Si quand votre mari vous dit « Mesdames, tu es magnifique dans cette robe. Non mais t'as vu le cul que j'ai pris ?» What? Pourquoi?
Pourquoi ne pas se contenter d'accepter le compliment? Merci. Ça me fait du bien parce que mon image de moi n'est pas celle que tu vois. Mais chacun a son prisme. L'homme a tendance à vouloir conserver ce qu'il a toujours connu. Il n'aime pas trop que les choses changent, il préfère garder les choses intactes. C'est aussi une des raisons des ruptures. Parce que l'homme se sent très aimé au début de la relation, il se sent materné, il se sent primordial. Vous donnez tout, mesdames, vous donnez tout. Il est heureux, il a tout, toute votre attention. Et un jour, vous devenez maman. Un jour, vous adoptez un animal. Vous changez de travail, et voilà. Il passe en second plan. Et comme il est conservateur, il n'aime pas le changement. Lorsque vous, mesdames, par instinct primitif maternel, vous avez tendance à vouloir materner et aider l'autre à évoluer. Et l'autre n'a pas toujours envie d'évoluer. Et vu qu'il n'évolue pas dans le sens où vous avez décidé, parce que vous aviez décidé que ça devrait être comme ça, parce que c'est le chemin que vous auriez pris, vous commencez à vous en détourner. Et si chacun s'aimait soi-même, que un s'aime, s'accepte, reconnaît ses valeurs, se détache de ses traumas et de ses chocs émotionnels, alors l'autre 1 plus 1, second 1, va lui pouvoir se donner de l'amour, de la tendresse, de la bonté, par votre écho. Si vous êtes la meilleure version de vous-même, par votre vibration, vous impactez l'autre. Parce que quand on se guérit, on ne guérit pas uniquement sa personne. On a un impact sur toutes les personnes qui nous entourent. Si chacun travaille sur soi, l'acceptation de soi, la libération de ses traumas, l'amour de soi, la déprogrammation des contrats et des schémas familiaux, en 4-5 générations, le monde change radicalement. Parce que c'est le manque d'amour de soi, de confiance en soi, qui fait qu'on rentre en conflit avec les autres. Et dans l'énergie de la plus petite dyade, donc la dyade c'est l'unité de mesure la plus petite, donc c'est une relation de deux personnes. Autorisez-vous à vous aimer vous, pour pouvoir bénéficier de l'amour de l'autre. Acceptez l'amour. Mettez également de la communication dans l'amour. Parce que la communication est essentielle, mais parfois nous ne parlons pas le même dialecte. Le masculin est plus dans l'action, d'accord? L'énergie masculine est plus dans l'action, dans le mouvement. Mais parfois ce sont les femmes qui sont plus dans l'énergie mouvement que l'homme. L'énergie féminine est plus dans l'introspection, le sentimental. Elles aiment beaucoup expanser, communiquer. Que l'homme, lui, est plus dans l'introspection, dans l'enfermement de ses émotions. Donc, suivant le schéma, suivant son histoire, suivant ce qu'on a vécu, suivant les schémas de couple qu'on a eus avant nous, suivant tout ça déjà, on ne parle pas avec les mêmes données, on ne parle pas avec le même langage. Si dans un schéma familial, l'amour se transmet par les coups, les insultes et le mépris, et que dans l'autre, c'est des papouilles, des caresses et des mamours, on parle déjà pas le même langage. Inconsciemment, je vais chercher à reproduire le conflit, parce que pour moi, c'est la façon d'être aimé dans mon subconscient. C'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est comment vous percevez les événements. Et l'amour. L'amour de soi est équivalent à une guérison de son être. On a toujours le libre arbitre de choisir qui l'on veut être, de s'orienter à devenir sa priorité. Je suis ma priorité. Je suis dans mon égoïsme léger. Je ne vous demande pas d'être égocentrique, pas du tout. Juste de savoir être suffisamment égoïste pour répondre à vos propres besoins. Les 5 besoins fondamentaux. On fera, je pense, un podcast là-dessus aussi. J'ai besoin d'une alimentation saine, émotionnelle saine.
J'ai besoin d'une sécurité. Un toit, une maison et quelqu'un qui soit tendre. J'ai besoin d'un émotionnel stable, de valorisation, d'écoute, de compréhension, de communication, de valorisation par les mots, par les actes, de dire je t'aime, de dire tu es belle, tu es beau, merci. J'ai confiance en toi. On a besoin de rêves, de projets, d'ambition. Parce que si on arrête de co-créer ensemble, on se perd. On s'efface. On a besoin, j'ai besoin, c'est vraiment comme ça que vous devez vous le dire. Et c'est vraiment là où vous devez aller chercher de quoi ai-je besoin. D'être nourri intellectuellement. J'ai besoin que l'autre m'apprenne et moi lui apprendre, d'échanger, de pousser la curiosité. Moi, j'aime pas du tout les voitures. Il est fan de voitures, très bien. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur les voitures? Qu'est-ce que je peux t'apprendre sur le point de croix? Ou sur tout autre sujet? Observez les choses de façon à ce que l'autre vous enseigne et vous apprend. Vous comble. C'est grandir avec l'autre, remplir son besoin intellectuel. Et puis ça a besoin de sens. Quel est le sens de cette relation? Quel est le sens de ce couple? Quel est le sens de notre amour? Végéter devant un écran? Ou bâtir un empire? Avoir des enfants pour certains est un projet. Créer une famille pour d'autres est un projet. Et avoir des enfants et créer une famille, ça n'a pas du tout la même signification et pas du tout la même direction. Une fois que les enfants sont là, on se sépare parce que c'est trop dur. Créer une famille, on est soudés et on a envie de transmuter, de transformer les choses. Et il y a une grosse différence entre les deux. Bâtir un empire professionnel, pour certains. Pour d'autres, c'est juste kiffer la vie, rire de tout, être léger. Quel est votre but ensemble? Quelle est votre orientation ensemble? Qu'est-ce que l'amour l'un de l'autre vous apprend? Comment est-ce que vous vous témoignez votre amour? Quel est votre propre langage de l'amour? Moi, quand je sens l'autre fatigué, j'ai tendance à tout vouloir faire. Du coup, quand je suis fatiguée, j'aimerais que l'autre fasse tout. Mais si je ne le dis pas, si je ne le communique pas, comment l'autre peut l'apprendre? En m'observant, en m'écoutant, dans mon verbal et mon non-verbal. Mais le plus facile reste la communication. Puis s'il vous plaît, bannissez le tu, car le tu tue. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Pour conclure, je dirais que l'union nous pousse à être responsables de nous-mêmes, à nous positionner, à définir nos choix, nos envies, nos ambitions. Le ménage, eh oui, parce que quand on parle de couple, on parle de ménage. Avez-vous conscience de cela, de cette belle expression? De quoi venez-vous faire le ménage dans votre lignée? Ce ménage est la plus belle leçon d'unité, d'amour et de communication, interne vers l'extérieur. Comment je m'aime, comment je me vois, comment je communique avec moi, me permet alors de communiquer avec l'autre. Cette vibration que j'émane de moi face à moi-même va pouvoir irradier, envelopper l'autre dans sa totalité. Ensemble, nous bâtissons, nous faisons le ménage. Ensemble, nous co-créons. Ensemble, nous nous élevons. Et dans ce parcours initiatique de l'amour, on va bâtir notre identité en constante évolution. On va changer, se challenger. On va procréer, soit à travers les enfants, soit à travers des projets divers et variés. On va se réaliser
on va se donner le droit d'être animé par quelque chose qui nous dépasse, par quelque chose qui nous reconnecte avec le tout. On peut paraître parfois très éloigné lorsque nos racines nous rassemblent et nous unissent solidement. La terre parfois peut paraître très aride, sèche et désespérée. Mais il suffit de quelques larmes libératrices, de quelques mots, pour que nous puissions reconnecter à nous-mêmes et à notre amour divin. Voilà. Ma façon de voir le couple via le transgénérationnel. J'espère que ce podcast vous aura permis de découvrir une autre façon, le couple. Belle continuation à vous. Aimez-vous, respectez-vous et irradiez sur le monde toute votre divinité. C'était Jessica Couturier, co-créatrice de l'Odyssée sans limite.